WrestleMania 40, nuit 1, c'est dans la boîte, on est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la nuit du samedi 6 avril au dimanche 7 avril 2024, depuis Philadelphie, le stade était plat, craqué, 72 000 personnes présentes dans le froid. Il paraît qu'il faisait froid. Ah bah ouais, il y avait plein de gens en anorak et tout, même Triple H en conférence de presse, il a dit oula, ça caille. Bravo aux acteurs quand même de cette soirée qui ont eu froid. Bon, il ironisait évidemment en conférence de presse, ça aurait pu être pire, il y a eu un tremblement de terre pas longtemps avant. En tout cas, la terre elle a tremblé parce que vous le savez, c'est la fête du catch et pour la première fois sur la chaîne C'est ça le catch. Et oui, je fais un qu'est-ce qui s'est passé totalement à chaud. Habituellement, quand je fais un qu'est-ce qui s'est passé, généralement je revois le show une seconde fois après avoir réagi en live sur twitch.tv/Turi316. On est monté à plus de 2700 viewers à un moment donné. Merci pour la force, merci pour l'énergie. Merci également d'avoir partagé la soirée de preview du SKO en compagnie de Flo, de Ludivine et de Rabi. C'était un moment particulièrement chouette. Et je sais ce que vous allez me dire, hein, vous aimeriez que ces soirées elles reviennent un petit peu plus souvent. En tout cas, on a passé un bon moment. On rempile ce soir, bien évidemment, 1h du matin pour un nouveau live react de cette nuit 2. Et pour le petit rappel, tout à l'heure à 22h, je vous diffuse 3 matchs du show BZW10 avec notamment Aigle Blanc contre Minoru Suzuki. Ça sera commenté par Cyrano et moi-même. Venez, c'est la fête du catch, on s'amuse. La nuit 1, c'est dans la boîte. On est parti pour les résultats, mes impressions sur tout ça, sur cette nouvelle ère qui est engagée du côté de WWE. Les mots ont été prononcés. La vision créative de Triple H qui s'est appliquée. C'est même lui qui va ouvrir le show pour indiquer qu'on est rentré dans cette nouvelle ère. Je vous fais pas attendre plus longtemps. On est parti. Les résultats. Qu'est-ce qui s'est passé donc ? Toujours un aussi beau clip de présentation. On a eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, Triple H pour ouvrir les hostilités. La longue entrée, la pop bien méritée. Le moment, il se savoure évidemment. Il le dit lui-même. Je suis fait pour vivre ces moments-là. Univers de la WWE, on est parti. C'est le début d'une nouvelle ère. L'ère Triple H, le premier WrestleMania qu'il bookera dans son intégralité. Il n'y a pas un Vince McMahon qui reviendrait comme ça en secret pour dire on change les plans. Je vous le dis tout de suite, il y a un monde d'électro que j'attends tout particulièrement. Bah oui, c'est celui post-WrestleMania. Parce que l'année dernière, on est resté totalement sur notre fin avec Vince McMahon qui avait réécrit une grosse partie du scénario. Ça, malheureusement, on s'en souvient. Oula, un hymne américain toujours aussi bien chanté, les émotions, les vibes. Merci à Coco Jones pour la performance. Premier combat de la soirée, ça sera donc Rhea Ripley qui va défendre le championnat Women's World contre The Man, Becky Lynch. Des entrées encore une fois totalement soignées avec des extraits du livre de la challengeuse Becky Lynch qui apparaissent comme ça en réalité augmentée, des extraits même de son propre livre qui sont totalement imprimés sur cette tenue, incroyable. Oui, ce WrestleMania c'était marketing à fond la caisse, des sponsors pour chaque match. Et l'arrivée derrière de la championne Rhea Ripley, immense flow avec le groupe Motionless in White qui chante son thème en live. Encore là-dessus on peut revenir, je sais pas si c'est toujours la meilleure des idées que les groupes viennent chanter les thèmes des catcheurs en live en plus de ça dans un stade. Mais le moment il est sympa quand tu sais que Rhea Ripley c'est une vraie fan du groupe depuis des années, bien avant qu'elle soit à la WWE. L'accomplissement final, tu vois, c'est assez chouette, c'est très très cool. Ça met dans l'esprit, c'est WrestleMania après tout. On vit les rêves jusqu'au bout. Le catch en lui-même, ça va durer 17 minutes avec une opposition de style, la brutalité, la force côté Rhea Ripley, un peu plus de technique et de stratégie côté Becky Lynch qui va bien évidemment cibler le bras de Rhea Ripley. Peut-être pas leur meilleure performance en individuel, est-ce que la chimie elle a vraiment pris entre les deux actrices? Je sais pas véritablement, ça reste quand même un match très décent. Avec un suspense je trouve qui a été plutôt bien créé et pour moi la grosse surprise ça a été cette victoire clean de chez clean de la championne Rhea Ripley, malgré les grosses nearfalls sur le Man Handle Slam côté Becky Lynch et le Riptide côté Rhea Ripley. Parlons de Riptide, il en aura fallu 2 supplémentaires, un en position de buckle bomb, puis un dernier enchaîné, 1, 2, 3, Rhea Ripley, rien à redire, victoire clean de chez clean. Juste un petit jeu de regard à la fin pour nous montrer que c'était l'échec côté Becky Lynch, il va falloir se relever de ça. Pas de grand moment pour elle qui soulève le titre comme à WrestleMania 35, certainement un nouveau rôle qui va s'offrir à elle pour amener et faire évoluer les générations futures. C'est peut-être la fin d'une ère et le début d'une nouvelle, comme nous l'a dit Triple H. Très solide opener pour ma part, j'ai passé un bon moment. Bravo pour cette décision couillue pour le finish avec une Rhea Ripley qui domine. Bravo mamie. Comme d'habitude, multitude de clips entre chaque match, il va falloir patienter une longue vignette faite par les Pretty Deadly qui sont même pas dans le match mais qui présentent les équipes qui vont participer à ce Six-Way Tag Team Ladder Match où ça y est, c'est officiel, les ceintures devront être décrochées séparément. On a d'un côté les ceintures de Monday Night Raw, de l'autre les ceintures de SmackDown. 6 équipes, ça fait 12 hommes, ça fait beaucoup de gens quand même pour défendre les positions des courses à l'échelle. Et figurez-vous qu'on attendra pas plus de 7 minutes 20 pour voir la première équipe à décrocher les ceintures de SmackDown, c'est Grayson Waller et Austin Theory.
Ça a laissé une petite clim. C'était pertinent évidemment de faire gagner des heals en premier pour après raviver la flamme et faire gagner des faces pour la seconde paire de titres. Mais voilà, ça je vous apprends rien, Sturi, les matchs de l'échelle, c'était mon appréhension sur le truc. Tout ne fait pas sens et je suis quelque part un peu content de pas revoir le match parce que je vais chercher un milliard d'incohérences sur des sellings un peu trop prolongés, de gens qui restent à dormir pendant 10 ans à l'extérieur du ring avant de venir pour leur spot bien précis. Dans l'ensemble, globalement, j'ai passé un bon moment, il y avait quelques prises de risque, il y a eu des spots plutôt sympas, l'intervention de JD McDonough qui va prendre quand même un gigantesque bump à travers 2 tables positionnées à l'extérieur du ring, le DDT il me semble de Gargano sur Pete Dunne, alors ça aussi c'était royal, et les prises de risque aussi sur cette échelle qui était à moitié défoncée, sur lesquelles les mecs essayaient de se tenir en équilibre, c'était quelque chose. La plus grosse pop de la soirée, elle ira bien évidemment pour R-Truth qui s'est cru dans un vrai match tag, qui a demandé le hot tag à son partenaire The Miz, et on est parti, hein, les 5 Rules of Doom de John Cena, ça régale. Et un suspense qui était plutôt bien créé sur la fin, où Damien Priest et Finn Balor n'ont pas réussi à défendre le seul championnat qui leur restait. On va terminer ça sur un feel good moment, et un vrai bon feel good moment avec R-Truth qui va aller décrocher les ceintures pour son équipe, et Awesome Truth ira désormais diriger cette division tag côté show rouge. Oh, je prends les paris maintenant, hein, ça va être un règne de transition, rien de plus, juste un beau moment offert à R-Truth et aux Miz. Pas vraiment là pour construire un avenir, hein, c'est vrai que j'aurais préféré DIY, hein, qui faisait une grosse parodie de DX, d'ailleurs, les catcheurs tribute, hein, DIY. Ah, ils ont fait la DX, ils ont fait les Dudley Boys pendant le match, il me faut un peu de peine, hein, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, je pense qu'ils ont, je sais pas, leur catch peut-être pour leur mettre over, et pas forcément parodier d'autres catcheurs, c'est un peu bizarre. Un match qui se désire bien cependant pour sa durée, comme je le dis, 17 minutes, les sourires sur le visage à la fin, R-Truth, voilà, ça fait du bien. On verra la suite, si ça se trouve, je me plante totalement, et la Truth et le Miz, ils vont révolutionner cette division par équipe pour les 6 mois à venir. Oh! On a après ça fait le gigantesque récap de toute la storyline entre d'un côté les Legado del Fantasma et la LWO, avec un Rey Mysterio blessé qui fait son retour juste avant Mania, Dragon Lee qui se fait sortir la veille à SmackDown pour être remplacé finalement par Andrade. Beaucoup s'attendaient peut-être à une trahison de la part d'un Carlito, de la part de peut-être d'un autre membre, d'un autre clan, bref. Et ben je vous le dis tout de suite, personne n'a trahi personne, tout le monde est venu accompagné de son propre clan avec des Angel Garza, des Humberto Carrillo, des Cruz del Toro, des Joaquin Wilde en tenue, Elektra Lopez, Zelina Vega, tout le monde a pris un peu part à cette grosse bagarre qui a duré seulement 11 minutes. Le catch qu'on a vu dans le ring était très bon, Andrade et Mysterio, kudos à leur double crossbody vers l'extérieur où les mecs étaient sur les épaules de l'un de l'autre, c'était fascinant, c'était très cool. Toujours autant d'amour pour certains moves d'Andrade, dont notamment à la fin de Big Boot qui se termine en coup de coude, Dominique Mysterio, alors là il a pris le coup pour le business, incroyable. Les interventions des membres des clans qui s'est fini avec un super suicide dive de la part d'Humberto Carrillo et la catapulte de Joaquin Wilde qui a encore volé à 10 mètres sur la rampe d'entrée, il avait déjà fait ça du côté de NXT, ça avait buzzé. C'était trop cool, WrestleMania moment. Avec cependant ce finish qui ne fait pas beaucoup de sens en réalité parce qu'il y a des gens du public qui sont arrivés avec des masques de Mysterio pour aider Mysterio et Andrade à remporter la victoire. Des mecs gigantesques là qui faisaient 3 fois la taille de tous les catcheurs réunis dans le ring. Alors bon, les catcheurs enfin, qu'est-ce qui se passe? Aucun service de sécurité pour les retenir, ça s'est fait dans le dos de l'arbitre et de ce fait, victoire d'Andrade et de Rey Mysterio qui en ont profité, les mecs se sont démasqués et c'était en réalité 2 joueurs de la NFL, Kelsey et Johnson. Évidemment, on peut sortir la vanne, hein, on était 2500 en live, personne les connaissait. À part évidemment ceux qui suivent la NFL et quelques personnes dans le public qui ont réagi, mais c'était un peu timide quand même la réaction, elle a laissé les gens un petit peu dubitatifs, peut-être un peu pantois, je sais pas. Hormis ce détail, j'ai passé un bon moment sur le match, feel good encore une fois, les babyface ont gagné, la storyline elle va probablement continuer ad vitam aeternam, hein, les Mexicains. Le prochain combat, alors là, ça va beaucoup parler. Jimmy Uso contre Jey Uso. Jey Uso, belle entrée, accompagné du rappeur Lil Wayne. Les portes interdites hein, du catch et du rap, ça fait toujours autant plaisir. Lil Wayne, il a vécu sa meilleure vie. Jey Uso, il a fait la vague, mais le ring, il s'est pas envolé. Hein. Les gens, en ventilant, ils ont pas fait lever le ring plus haut que ce qu'on attendait. De ce fait, grosse pression sur Jimmy Uso qui fait son entrée en deux. Il y a eu des échanges de coups qui ont bien fait réagir le public, avec d'un côté les hits, de l'autre côté les no-hits. Mais si vous attendiez un peu de catch, un peu de combinaison, un peu de chimie entre les deux frères, finalement je suis un peu triste, ça s'est pas véritablement passé quoi. On a eu un programme avec une construction, peut-être une suraille, parce qu'en plus de ça le clip de feud était magnifique, pour avoir une espèce de pétard mouillé hein, qui a pas ravi tout le monde. En fait on a vu beaucoup de super kicks à toi, super kicks à moi, cependant des magnifiques super kicks, hein. Il y a un des derniers porté par Jey Uso qui est incroyable dans le coin, il m'a fait rêver celui-là, et un immense côté drama avec un plan totalement cinéma où Jimmy Uso il commence à s'excuser, je suis désolé mon frère, t'avais raison depuis
depuis le début. Jey Uso de ce fait, il baisse sa garde, il accepte les excuses de son frère, en fait c'est un leurre. Il se reprend un super kick, le splash de Jimmy pour un compte de 2 parce que ça sera pas suffisant. Jey Uso il va pas perdre le match, il va le remporter. 11 minutes 07, je suis ressorti de là très déçu. Un petit côté WrestleMania 25 Triple H Randy Orton, hein, la hype du combat et derrière le résultat. Après je suis content. Les frères, ils ont eu leur moment, c'était beau pour eux, ça se ressentait un petit peu les émotions, c'est très bien, mais si tu veux faire du gros drama cinéma Triple H, je sais très bien que tu veux partir là-dedans. Maintenant, le catch, ça devient secondaire, c'est les émotions avant tout. 11 minutes 07, vraiment, on commence le diesel et après, fait monter les émotions, par pitié. Là, c'était le moment de voir un petit peu de chimie, un petit peu de catch technique entre deux mecs qui ont grandi ensemble et qui doivent se connaître sur le bout des doigts, quoi. Ah, j'ai lu beaucoup de déceptions autour de ce match et je fais partie, moi aussi, des déçus. Bon, c'est pas grave, ça va pas nous gâcher la fête pour autant. Courbasse suivant, on va pas pleurer sur ce poulet, c'est plutôt le poulet qui nous a fait pleurer pour le coup. Oh la sponsor poulet gigantesque sur le match Damage Control, Kairi Sane, Asuka et Dakota Kai contre le giga star power, Jade Cargill, Bianca Belair, Naomi qui sont toutes arrivées ensemble. En effet, des entrées magistrales, spectaculaires, qui ont quasiment duré plus longtemps que le match. J'ai été mauvaise langue, elles ont pas duré plus longtemps que le match. 8 minutes cependant, 8 minutes où ça a été exactement ce à quoi tout le monde s'attendait, une petite domination de la part de Damage Control, qui vont un peu régler le compte de Naomi, qu'on va pas revoir pendant longtemps avant de revenir dans la phase finale. Bianca Belair, elle a eu aussi ses offenses. On a gardé Jade Cargill au show pour le hot tag final. Elle a lancé 3-4 moves et ça restera là. C'est la victoire des babyface. Je sais que beaucoup s'indignent du traitement Kairi Sane, Asuka, mais c'est leur rôle, hein, il faut bien le comprendre. Le but, c'était de mettre en valeur la nouvelle recrue Jade Cargill, qui a un flow de zinzin, ça c'est indéniable. Maintenant, on attend de voir comment elle sera écrite par la suite, et on attend de voir aussi si elle peut, voilà, faire des 1v1, catcher sur un petit peu plus de long terme. Enfin bon, nous véhiculer des émotions, hein, puisque c'est la nouvelle ère, les émotions. Bon là, les émotions, en revanche, c'était très bien. Non, pour le dénouement final, je me suis régalé. Sami Zayn contre Gunther. Là aussi, chouette clip de feud, mais il y avait encore mieux. L'entrée de Sami Zayn, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie de celle-là. C'était parfait. C'était ce que fait WWE en ce moment au niveau de sa prod. Suivre Sami Zayn en plan séquence depuis les backstage pour remonter le couloir et passer le rideau pour entrer au ring, sauf que là, ils l'ont fait de manière magistrale. Il y a eu un petit peu plus tôt cet échange avec sa femme, son fils. C'est un petit peu mimi, c'est un petit peu gnangnan, mais ça fonctionne évidemment. Il y a eu ce gros discours avec Chad Gable, qui lui dit « Je vais pas t'accompagner, c'est ton moment, savoure-le, je crois en toi. » Et l'image est belle, bordel, on construit un babyface, Sami Zayn c'est le meilleur babyface, c'est l'underdog. Là il se motive, il remonte le couloir et qui l'attend dans la gorilla position juste avant de passer le rideau, son frère de toujours, Kevin Owens. Et là je chiale les mecs, je chiale vraiment, le moment est beau, Sami Zayn y passe et dans mon cœur je le sais, je me doute qu'il fait ça pour peut-être perdre parce que Gunther, 666 jours de règne, le chiffre est beau, c'est le diable en face, c'est le diable, le mec il arrive avec Dvorak, la symphonie, les mecs habillés en Hugo Boss derrière. Le vrai boss final du game, en réalité, c'est Gunther, pas une défaite. Le mec gruge jamais sur quoi que ce soit. Sami Zayn, c'est le moment de nous montrer ta stratégie pour parer tout ça, puisque Chad Gable, il t'a appris les trucs. Et c'est ce qui m'a un peu déçu sur le match. Un petit peu d'opposition au début du match de Sami Zayn, qui met 2-3 petites claques à Gunther pour le chauffer, mais après, il se fait démonter, le pauvre. Il a rien vu, il a pas vu le jour. La stratégie Chad Gable, elle s'est appliquée quand? Je l'ai jamais vu. Il a contré aucune sleeper hold, il se laissait embarquer, il a juste résisté, grâce au pouvoir de l'amour, de l'amitié. Il y avait des gros plans sur Madame au premier rang avec Gunther qui l'a nargué et tout. Et Gunther, il a grid. Gunther, excès de confiance, il voulait démolir Sami Zayn à tel point qu'il se relève jamais. Ah, il laissait Sami Zayn se prendre des powerbombs, l'arbitre comptait, qu'est-ce qui se passe? Non, je continue, je massacre, je m'amuse. Non, et ben oui, après le deuxième splash de Gunther depuis la 3e corde, Sami Zayn, ça y est, il a commencé à remuer comme un Magikarp, il a repris ses esprits, il a eu un second souffle totalement taré, et ce qui m'a convaincu, évidemment, c'est le petit clin d'œil à son passé dans le circuit indépendant. Pour la première fois à la WWE, il nous a sorti le Brainbuster, le top propre Brainbuster qu'il faisait à l'époque de El Generico sur le coin. Gunther l'a tellement bien pris. Louva kick, incroyable, il en mettra 2 et c'est terminé. Fin du règne de Gunther, Sami Zayn, les putains d'émotions. Vraiment les émotions, quoi. J'ai l'impression que, pour ceux qui regardent Stardom, que le titre intercontinental, c'est devenu la Wonder, c'est le titre des émotions. 666 jours pour Gunther, on sait très bien que la suite pour elle sera magnifique, parce que enfin, on va pouvoir le lancer en orbite vers le haut de la carte, si tu vois ce que je veux dire, et les titres principaux, on sent que c'est aussi le changement, que c'est la nouvelle ère. Et pour Sami Zayn, le moment est parfait, la communion, elle est folle. Un acte totalement héroïque, les gentils ont
triomphé et je suis ravi. Et je suis content. En effet, ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être 1 milliard de fois mieux sur plein d'aspects ce combat, mais il y a ce côté un peu tiré vers les vosges de Sami Zayn qui revient grâce au pouvoir de l'amour. À un moment, je m'en fous. C'est la magie de WrestleMania qui opère. Les gens étaient dedans du début jusqu'à la fin. Merci le catch. Merci énormément. Enfin, le main event, on y est. Gigantesque clip, évidemment, pour tout retracer. Là-dessus, je vais pas y revenir. Vous avez vu les Raw recap, les SmackDown recap, je me suis exprimé. On a la hype, évidemment. C'est le programme phare, c'est l'attraction. C'est The Rock qui vient catcher pour la première fois depuis, oui, vous me l'avez dit, Eric Rowan, WrestleMania 32. Mais non, pour la première fois depuis John Cena. Il a expliqué en interview tout son processus pour se remettre en forme. Il m'a jamais paru cramé dans le combat. On a beaucoup hésité en se disant, ouais, le cardio de The Rock, est-ce que ça va tenir? Non, le cardio, il était bien. Le match a duré 45 minutes. Il m'a jamais paru gênant. C'est pas pour autant qu'il a fait du Will Ospreay, qu'il a couru dans les cordes comme un zinzin. Non, non, pas du tout. Il a pris les bumps là où il fallait prendre des bumps. Il y a eu en effet les 25 premières minutes de match qui étaient plutôt lentes, mais ça, j'y reviendrai. On va parler des entrées. Hein. C'est Cody Rhodes qui arrive le premier, Seth Rollins ensuite. Et l'entrée de The Rock, le boss final du game. Ils ont mis des petits codes jeux vidéo. Le stage, il est terminé à 99%. Arrive le boss final du game, les éclairs, la musique, bref tout. On vit le moment à fond la caisse. Roman Reigns, très très beau hein, derrière. Alors Roman Reigns, il a un flow de zinzin, hein, mais là, passé après The Rock, j'avais un peu de peine pour lui. Quoique non, allez, en vrai, Roman Reigns, ça déchire tout autant. Et vraiment, j'insiste, hein, il était dans la shape de sa vie, hein, Roman Reigns. Oula. Et on a eu un main event vraiment à l'ancienne, à savoir énormément de jeux de regard, énormément de rapports de domination. C'était un gros diesel, ça s'est chauffé vraiment petit à petit. Ça a commencé avec juste quelques petites frappes, des relais, c'était un petit peu académique. C'était peut-être un petit peu déroutant vu que c'était la grosse haine entre les deux équipes. Je pense que tout le monde aurait préféré un tornado tag et ça pouvait paraître un petit peu déconcertant de voir les mecs faire un match par équipe en réalité. Mais en fait, ce rythme un peu lent imposé, il va totalement servir le propos final du match, à savoir l'ascension crescendo, et ça va déboucher sur déjà le premier gros élément scénaristique du match, à savoir The Rock qui va utiliser son influence en tant que mec du conseil d'administration de TKO pour menacer l'arbitre. Déjà de ne pas faire de compte à l'extérieur du ring. The Rock, ça va lui permettre d'aller dans le public avec Seth Rollins faire 2-3 frappes. De son côté, Cody Rhodes et Roman Reigns, ils vont aller se promener sur la rampe d'entrée. Ça dure en effet un peu longtemps, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, mais ça a permis de détourner un petit peu l'attention de Seth Rollins qui va pas voir Roman Reigns à un moment donné arriver dans son dos, lui taper la beuge, et c'est le début de la hit, et la hit, elle a été plutôt très pertinente, à la fois sur la jambe de Seth Rollins, également sur son dos. Ça va se terminer avec un gros sharpshooter porté par The Rock, qui voilà, comme je le dis, au bout de 25 minutes de match, le mec avait pas porté la moindre prise. Enfin, on a une prise, le sharpshooter, ça n'a pas changé, il l'a jamais très bien fait. Cody, il arrive pour casser la prise, il met une grosse baffe au Rock, et là, ça part un petit peu en couille. Là, ça y est, les sucettes, elles sont démarrées. Il y a le hot tag côté Cody, il y a le hot tag côté Roman Reigns. On va avoir plein de moves très très chouettes, des combinaisons, des rappels. Un gros OMG moment où Roman Reigns s'aspire sur Cody Rhodes, elle va être esquivée. Il y a Seth Rollins qui va sauver Cody Rhodes au tout dernier moment. Et The Rock qui mange l'aspire de Roman Reigns. On s'est dit, aïe aïe aïe, ça y est, la dissension, Bloodline, qu'est-ce qui va se passer? Et finalement, non. The Rock, il a très très bien vendu. Il a jamais tourné sur Roman Reigns. Il y aura d'ailleurs aucune trahison dans ce combat. Et oui, c'était un écran de fumée. Quelque part, tant mieux. Je suis très ravi que c'était qu'un écran de fumée. The Rock, dans son arrogance la plus totale, quand il reviendra dans le match, il va récupérer la fameuse ceinture avec le sang, Mama Rhodes, etc. Les provoquer. La mère de Cody Rhodes, qui est évidemment au premier rang et qui s'est pas laissé démonter par le Rock, hein, elle lui a dit je ne pense pas, garçon, vous n'allez rien faire. Il a dit donc. Gros moment aussi pour les babyface parce que The Rock, il est pas là pour chômer, il va quand même se prendre un rock bottom à travers la table des commentateurs, toujours créé avec un petit peu de suspense, c'était plutôt chouette. De ce fait, The Rock est out, Seth Rollins, il va se prendre une spire à travers la barricade et dormir jusqu'à la fin du match. Ça m'a un peu déçu hein, que la spire à travers la barricade, qui est un élément scénaristique dont WWE a un petit peu surabusé ces dernières années pour provoquer des décomptes à l'extérieur où le mec arrive à revenir dans le ring avant le compte de 10, bah là Seth Rollins il va dormir pendant... Ah ouais, ça me fait mal de le dire, quasiment 5 minutes. Entre ce moment-là et la fin du match, Cody va être livré à lui-même. Alors il pensait être en 1v1 contre Roman Reigns. Il domine la situation jusqu'à faire les bons rappels de ce qui s'était passé dans le main event de WrestleMania 39, amener les Crossroads, les 3 à la suite. Et sur le troisième, je suis là en live réact, je lui dis regarde derrière toi avant de faire le troisième, qui est pas Solo Sikoa, qui traîne par là. Et en fait, il repart en arrière, poussé par Roman Reigns, pour se choper le coup de ceinture du Rock dans le dos. Aïe aïe aïe. Le coup de ceinture qui résonne, qui claque, et à partir de là c'est fini. La spire de Roman Reigns qui va pas faire le tomber, il va le donner à The Rock. The Rock il va surtout exiger à Roman Reigns donne-moi le relais. Rock bottom, people's elbow, 1, 2, 3,
c'est la victoire de The Rock et de Roman Reigns, ce qui veut bien dire que ce soir, attendez, on va le faire façon recap, ce soir, dans le main event de la nuit 2, Cody Rhodes, Roman Reigns devient donc bien un Bloodline Rule Match. Tout peut arriver, l'overbooking, les interventions. Cody Rhodes, c'est là, c'est le moment, hein, faut lever l'armée d'Avengers. Je suis très ravi de l'histoire qui a été racontée. Évidemment, il y a des choses qui peuvent être raccourcies. Le show en lui-même va durer plus de 4 heures, ça devrait être un petit peu plus court ce soir. Quoi qu'il en soit, et ça sera ma conclusion pour reprendre les mots prononcés par Triple H lui-même, le catch il a changé, c'est la nouvelle ère. Ce qu'il importe dans les choses qu'il va raconter aujourd'hui, c'est plus du tout les séquences, les spots, les moves, la science du ring quelque part. Mais à la place, est-ce que vous êtes capable de véhiculer des émotions, d'embarquer le public? Et là, le public live, il a pas toujours été embarqué, attention. Il y a vraiment cet esprit, on change un petit peu l'idéologie de ce que le catch a été et de ce qu'il va devenir avec le temps. On fait du catch pour les caméras. Roman Reigns lui-même en conférence de presse, il était incroyable dans sa conférence de presse d'ailleurs et je vous la recommande. Il a dit on va donner des petits détails où il va falloir faire attention à tout ce qu'on va raconter, on va essayer de vous captiver parce qu'il a bien conscience lui aussi qu'on a tous des problèmes d'attention, qu'on est rapidement quand on regarde un match de catch sur son téléphone à réagir, à tweeter. Non, il veut vraiment donner des petits détails, des petits trucs qui vont faire que l'histoire qui va être racontée derrière, ça va être Game of Thrones. Voilà, il a lâché les termes, il a dit on va vous faire du Game of Thrones avec du catch. Bien, bon, est-ce que le catch restera quand même un petit peu présent? C'est ce qu'on aime aussi, en tout cas, moi, vous savez très bien que c'est ce que j'aime, avant tout. Cependant, je suis curieux, je vais pas bouder mon plaisir, j'ai passé un très bon moment devant cette nuit 1, je suis bien sûr très curieux de voir la direction que va prendre WWE pour les mois et années à venir, avec tous ces changements qui sont annoncés. Déjà pour la nuit 2, on sera témoin de tout ça, je le rappelle, 1h du matin, live react, et on se retrouve bien sûr demain pour le Qu'est-ce qui s'est passé de cette nuit 2. C'est tout pour moi, c'était Sturi, j'espère que vous avez passé un bon moment dans ce Qu'est-ce qui s'est passé un peu format différent. À chaud comme je l'ai dit, j'ai vu le show qu'une fois, merci à tous et tout le monde reste fort, ciao, bye bye.